Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à votre émission Mosaïque. Alors, qui vous parvient comme à notre habitude, que je répète, mais on est tellement heureux d'être ici chez Félix Leclerc que je le répète. Donc, on est ici à la Maison Félix Leclerc. Aujourd'hui, on accueille Paul Lavigne. Bonjour, Paul. Bonjour, Paul, Stéphane. Qui a écrit un roman historique que j'ai ici, qui s'appelle La Quête. Vous aurez l'occasion, sans doute. Je vous invite d'ailleurs à le lire. Il y a déjà... C'est un livre à succès. Puis je sais qu'on est particulièrement québécois, on est pas mal intéressé par notre histoire, mais ce qui est une bonne affaire, puisqu'on a comme motto « Je me souviens », puis des fois on se demande si on se souvient de grand-chose. C'est bien de renouveler un petit peu la mémoire. Oui, en effet. Il y a un intérêt marqué au Québec aujourd'hui pour les romans historiques, surtout ceux qui se basent sur des faits réels, où est-ce que là, vraiment, on fait appel à notre mémoire, à nos ancêtres, à nos aïeux qui sont arrivés ici. Et c'est le cas de La Quête, justement, où est-ce que c'est l'histoire de mes premiers ancêtres qui sont arrivés ici il y a plus de 350 ans. Tous les gens dans le livre ont réellement existé. Tous les événements se sont vraiment passés, mais c'est un roman, c'est une belle histoire d'amour. Alors, c'était plaisant. Puis en plus de ça, toi, un Lavigne, t'es un t'es un descendant d'un des je sais pas, on dit-tu fondateur, mais un des premiers colons ici, dans la région. Dans la région de Saint-Lazare, les Poudrettes d'Île-Lavigne étaient une des familles fondatrices de Saint-Lazare. Ils ont joué un rôle clé en 1875 lors de la formation de Saint-Lazare. C'est tout par hasard que j'ai appris que j'étais parent avec eux, et c'est un peu ça qui a enclenché la recherche généalogique qui m'a emmené à ce livre-là. Mais c'est un événement vraiment anodin là, qui a fait en sorte que j'ai su que je faisais partie de cette famille-là et qui en a résulté avec un roman quelques années plus tard. Mais c'est quoi cet événement anodin-là, puisque tu amènes J'avais un voisin qui était un ancien prof d'histoire et un des membres fondateurs de la Société historique de Saint-Lazare. Okay. Alors, à mon arrivée à Saint-Lazare, on reprend une marche un soir, puis on les croise, puis c'est un monsieur bourru un peu qui me demande, il dit « T'es un petit qui? » Alors, je dis « Paul Lavigne ». Il dit « Lavigne ». Il dit « Tu fais-tu partie, il dit, de la famille Poudrette d'Île-Lavigne? » Bon, je dis « Je me souviens, quand j'étais jeune, mes tantes avaient parlé de la lignée Poudrette d'Île-Lavigne. » Mais je dis « J'en sais pas vraiment plus. » Ben, il dit « Vérifie ça. » Puis là, il me parle un peu du rôle qu'ils ont joué dans la fondation de Saint-Lazare. Alors, quelques mois plus tard, je commence les recherches pour, en effet, m'apercevoir que Jean-Baptiste Poudrette d'Île-Lavigne, dont on parle à Saint-Lazare, était mon arrière-arrière-grand-père. Alors, eux, ils ont joué un rôle dans la ville de Saint-Lazare. Il y avait le moulin, il y avait une scierie. L'ancien hôtel Lavigne, qui est aujourd'hui chez Maurice, appartenait à un de mes grands-oncles. Il y avait une boulangerie. Bref, les Lavignes sont implantés ici depuis un bout de temps. Alors, je l'ai rencontré, j'ai dit ça. Alors, il y a eu une affinité un peu avec ce clan-là. Et tranquillement, pas vite, j'ai commencé à fouiller pour essayer de retracer le plus loin que je pouvais. Et à ma grande surprise, André Poutré, qui est l'ancêtre ici, apparaissait dans tous les livres d'histoire du Québec. Bien qu'il n'ait rien fait de particulier, il faisait partie du régiment de Carignan, du régiment Carignan-Salière, etc. Mais il était présent partout. Et en dedans de quelques mois, j'avais la lignée au complet jusqu'en France. Et j'ai su sa vie comme soldat. Il avait marié une fille du roi, Jeanne Burel, etc. Alors, l'histoire, elle était là. C'était vraiment un conte fantastique. Alors, j'ai attendu peut-être un an en me disant « ça serait le fun si un jour quelqu'un pouvait écrire leur histoire ». Elle était déjà toute écrite, c'était juste une question de la mettre sur papier. Et je me suis dit à un moment donné, bon, je vais l'essayer. Pour mes enfants, pour mes cousins, cousines, j'ai dit, je vais écrire un petit quelque chose. J'ai pris 2 ans de recherche, par contre, avant de la mettre sur papier. Comme un roman historique, je voulais pas d'anachronisme, je voulais pas quelque chose qui sort de l'ordinaire. Je voulais que les faits qu'on parle étaient réels, soit véridiques. Alors, 2 ans de recherche dans les livres d'histoire, ici, en France, un peu partout, valider des informations. Et une fois que ça c'était terminé, j'avais mon plan de match, je savais où je voulais m'en aller. J'ai commencé tranquillement pas vite à écrire et 1 an après, j'avais à peu près 430 pages d'un roman d'écrit.
et sous moi, puis que je trouvais vraiment bon. Mais j'ai dit, bon, moi, je le trouve bon, mais est-ce que c'est quelque chose qui va intéresser quelqu'un? C'est-à-dire que quelqu'un va être intéressé à... En effet. Ouais, voilà. Fait que j'ai trouvé 4 lecteurs bêta, des gens qui lisent beaucoup, qui sont vraiment au courant de la littérature un peu. En fait, un lecteur bêta, pour nos auditeurs, là, en fait, c'est les premiers lecteurs. C'est ça. C'est quelqu'un qui va me donner une opinion franche du livre, de me dire oui, c'est bon, non, c'est pas bon, etc. Et les 4 l'ont lu dans une semaine, et les 4 ont dit envoie immédiatement ça à un éditeur. On n'a rien à rajouter, on n'a rien à changer. On adore l'histoire et la façon que tu comptes l'histoire dans le livre, c'est super. OK, on va revenir là-dessus. Mais là, moi, je vais revenir sur quelque chose que tu as dit, c'est que tu as fait 2 ans de recherche, mais est-ce que tu as un passé d'historien? Qu'est-ce qui a fait que tu as pris ça si au sérieux, puis que tu as fait un travail aussi important là, pour... C'est quoi ça? Ça vient d'où? Bonne question. Je pourrais même pas te le dire. Je viens d'un passé très technique. Ma carrière a été dans le contrôle de la circulation aérienne pendant 32 ans. Alors, il n'y a pas de métier plus cartésien, plus cérébral que d'autres choses. J'avais 0 fibre artistique de ma vie. J'ai joué un petit peu de guitare quand j'étais jeune, mais l'écriture n'a jamais été mon fort. Okay. J'ai enseigné beaucoup. Quelqu'un me disait, tu es un bon présentateur, tu es un bon prof, alors tu es capable de verbaliser très bien les idées. Mais alors, pas la langue française, tu n'as enseigné dans ton domaine de l'aéronautique. C'est ça, dans le domaine de l'aviation, Okay. la sécurité dans l'aviation, la gestion de risque, etc. Un prof, c'est un prof. C'est sûr qu'on enseigne à une classe, mais 0 fibre artistique. Alors déjà là, moi, je me disais, j'ai jamais les capacités d'écrire. J'ai les capacités de compter, de raconter. Est-ce que je suis capable de transposer ça dans le livre? Et ce qui m'a surpris et ce qui m'a aidé, le livre est écrit à la première personne du singulier. C'est André qui nous conte son histoire, comme si c'est lui qui nous racontait, comme qu'on se parle aujourd'hui. Lui nous conte de A à Z, du départ en France jusqu'à son décès, l'histoire de sa vie. Alors, je me suis transposé... On suit un personnage à travers tout le livre? Oui, c'est André. De sa mort à son décès. Donc, on n'a pas toute l'histoire de la famille. On a l'histoire des origines de la famille. C'est ça. André et Jeanne, qui étaient le soldat et la fille du roi, leurs enfants, etc. Mais c'est lui qui compte sa vie avec Jeanne, avec les enfants, puis les exploits qu'ils ont eu à travers de ça. Ah, c'est vraiment intéressant. Mais tu dis, bon, mais conteur, c'est pas tout le monde qui est capable de raconter une histoire. Moi, je me vois pas là, raconter l'histoire de ma famille aisément. Je suis un parleur, là, mais je suis pas un conteur. Mais ça devient d'où, ça? Est-ce qu'il y avait quelque chose comme dans ta famille? Quelqu'un m'a dit récemment, lorsque j'ai fait mon lancement de livre, j'avais des cousines qui étaient venues, et ils m'ont dit, ton père, parce que mon père est décédé quand j'étais jeune, j'avais seulement 5 ans, fait que je ne l'ai pas connu, mais il dit, ton père nous contait des histoires tous les soirs, il dit, quand on était jeune, c'est lui qui venait, il ramassait les enfants, puis il nous contait des histoires à gauche, à droite, d'un paquet de différentes affaires. On soupçonne que c'est la majorité inventée, mais il y avait un talent de nous tenir en haleine tout le temps, puis toujours des petites blagues à droite et à gauche. Et ils ont dit, on voit dans toi ton père comme tu peux pas t'imaginer. Alors, c'était drôle que je le savais pas, je l'ai pas connu, alors je sais pas d'où ça vient. Je suis une personne normalement timide, alors dans un groupe de personnes, mais quand on me met face à un sujet que je suis confortable, que je connais, bien là, je pourrais parler pendant des heures de temps sans problème. C'est dans l'ADN, ça. On dirait. Mais peut-être qu'il va faire des recherches scientifiques là-dessus. Peut-être qu'il y a quelque chose dans l'ADN pour les familles Parce qu'il y a des familles de conteurs. Oui. Et j'en ai beaucoup. Dans mes cousins, cousines aussi, j'ai beaucoup qui ont le verbe facile, en autres mots. Il y en a beaucoup dans notre famille là, qui ont cette habileté-là de jaser puis de parler, etc. Fait que j'imagine que c'est de famille.
Mais c'est ça. Mais, tu dis, donc, ton projet littéraire au départ, c'est pas, tu n'avais pas l'intention de publier quoi que ce soit. C'était vraiment comme pour raconter à tes propres descendants, tes enfants. Oui, c'est ça. C'était, le but initial, c'était ça. Sachant pas ou pensant pas avoir des talents d'auteur, j'ai dit, je vais mettre quelque chose sur papier et à mes enfants, à mes petits-enfants, etc., ils vont connaître l'histoire de leurs ancêtres arrivés en Nouvelle-France ici. Cousins, cousines, c'est la même chose. Alors, j'ai dit, le but initial, c'était ça. Et à ma grande surprise, une fois que c'était terminé, les gens ont été émus, ils ont été touchés, ils ont été par le livre, par l'histoire, par la façon que c'était compté. Et en effet, ça a pris 2 éditeurs pour que je trouve quelqu'un pour éditer le livre. Et ça n'a pas pris tant, là, en dedans de 5 mois, il était sorti, puis tout était fait. Fait que... Parce que souvent, un auteur, il faut qu'il envoie des dizaines d'éditeurs avant d'avoir des bonnes nouvelles. Oui, oui. Puis même s'il y en a, parce que Dieu sait qu'il y a beaucoup de monde qui... En tout cas, c'est... puis... Mais c'est ça, mais alors, donc, la famille, puis l'héritage familial, puis l'histoire, c'est devenu quelque chose d'important pour toi à partir de ce moment-là, ou c'était déjà quelque chose qui était, je sais pas, qui t'allumait? Je pense que oui, ça m'intéressait. J'avais de l'intérêt dans la société. C'est pas ton voisin là, qui a réveillé cet intérêt-là? Bien, d'une certaine façon, oui. En étant membre de la Société historique, là, je posais des questions. Qu'est-ce que ça fait une société historique, etc., puis l'intérêt, puis comment je pouvais participer. Puis on dirait, sachant qu'on a joué un si grand rôle à Saint-Lazare et à Choisy, à Rigaud, etc., jusqu'à Valleyfield, on a des vignes un peu partout dans la région, il y a eu un intérêt de dire, c'est le fun, ce serait le fun d'en connaître plus, puis connaître leur rôle. Puis, d'un autre côté, comment est-ce que je pourrais aider la société historique, etc. Et depuis ce temps-là, bien, je suis vraiment un membre actif qui travaille très fort dans les différentes activités de la société historique. Et ça, c'est le premier de 3 livres. Fait que, en même temps que je fais ça, je travaille un peu, je finis la distribution de celui-là. Ça fait seulement 5 mois qu'il est sorti. On est déjà en 2e impression de ce livre-là. On est dans une 30aine de librairies au Québec. La demande est vraiment élevée, ce qui m'a vraiment surpris. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. C'était pas le projet initial, là, du tout. C'est la cerise, c'est une Sunday, si on veut. Ouais. Et je suis content de partager. Et il n'y a pas une journée que je ne reçois pas un courriel de quelqu'un qui dit comment le livre les a touchés, les a émus et a fait quelque chose où est-ce que la grande majorité des Québécois proviennent d'un soldat du régiment Carignan-Salière ou d'une fille du roi. Alors, ça touche une fibre de dire l'histoire que tu comptes là à la première personne, ça aurait pu très bien être mon ancêtre. Ouais. Et là, tout d'un coup, les gens me montrent, puis ça m'a surprise, les gens disent là, tout d'un coup, on a de l'intérêt de nos ancêtres, on commence à rechercher est-ce qu'il était soldat, est-ce qu'il était fille du roi, et j'en aide plusieurs en disant oui, écoute, je suis capable de rechercher vite. Il était cantonné où, le régiment? Il était autour du Richelieu, non? Oui, celui-là est à Sorel. Si on retrace un peu en arrière, 1663-1664 dans Nouvelle-France. On avait vraiment 3 villes, si on veut, Québec, Ville-Marie, anciennement Montréal, et aux Trois-Rivières. En ce temps-là, on appelait Trois-Rivières aux Trois-Rivières, quelques petites places le long de la rive. Souvent, il y avait des attaques des Iroquois. Les Iroquois étaient basés, ce qu'on connaît aujourd'hui dans l'État de New York, traversaient le lac Champlain, montaient la rivière Richelieu et allaient attaquer tout le long du Saint-Laurent et revenaient. Ça faisait plusieurs fois qu'ils se faisaient attaquer. L'intendant demande au roi Louis XIV « Envoyez-nous des soldats pour qu'on en finisse une fois pour toutes avec la guerre avec les Iroquois. » Alors, Louis XIV décide en 1664 de mettre en place 50 bataillons, c'est-à-dire 20 bataillons de 50 soldats chaque, 1000 soldats qui viendraient combattre les Iroquois à ce moment-là. Alors, janvier 1665, on part de Marsal dans l'est de la France, où est-ce qu'on ramasse à peu près 350-400 soldats. Puis ça, on faisait le recrutement dans les tavernes, dans les bars, etc. On voulait des gens jeunes, on voulait des gens qui étaient prêts à s'expatrier en Nouvelle-France, on voulait des gens braves, des gens forts. Alors, on allait dans les tavernes, on les recrutait à ce moment-là.
Alors, on part 350-400 soldats. On prend 3 mois pour traverser la France à pied, de l'Est jusqu'au port de La Rochelle, qui est dans l'Ouest. Et en route, on rajoute des soldats. On arrête à toutes les 7-8 kilomètres. On marche à peu près 7-8, 10 kilomètres par jour. Ouais. Et les dirigeants, un peu, ramassaient des soldats ici puis là pour, par le temps qu'ils sont arrivés à La Rochelle, il n'était pas loin de 900 soldats qu'ils voulaient, puis il y en a d'autres qui sont ramassés par la suite. Alors, on ramasse ces gens-là. Mon ancêtre, André, faisait partie de la compagnie de Pierre de Sorel, qui a donné son nom à la ville de Sorel aujourd'hui. Alors, leur responsabilité était de rebâtir le fort Richelieu, qui était situé où est le vieux Sorel aujourd'hui. Alors, de bâtir le fort-là. Il y en a qui sont descendus, le fort Chambly, le fort Saint-Louis. Ils ont bâti 3 forts sur la rivière Richelieu. Chaque compagnie avait un rôle à jouer à l'intérieur de ça. Lui, son rôle et sa compagnie, c'était le dernier point de défense de la rivière Richelieu pour s'assurer que personne ne traverse à ce moment-là. Ah, alors, c'était vraiment intéressant de voir les différentes compagnies. Les compagnies ont des noms qu'on reconnaît aujourd'hui. Saint-Ours, que ce soit Sorel, que ce soit Lavaltrie, que ce soit Chambly. C'est des villes, c'est ça. C'est devenu des villes. C'est ça. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'après la guerre, on a donné à ces directeurs, ces chefs de brigade-là, un rôle de seigneur. Alors, Pierre de Sorel était le seigneur de toute la région à ce moment-là. Lui, il octroyait des terres et la majorité des terres allait à ses soldats qui voulaient rester ici. On peut comprendre. C'est ça, il connaissait d'abord. Là. Alors, André a eu une terre à Sorel à ce moment-là. Il s'est établi là jusqu'en 1681 avant de se déplacer à Pointe-aux-Trembles, mais il était vraiment installé là. Oui, mais 1000 hommes qui arrivent en territoire étranger, est-ce que... Puis c'est des jeunes gens, ils n'ont pas de famille, si on veut les installer, il faudrait qu'il y ait des épouses, puis tout ça. Alors, là, c'est l'avenue des Filles du Roi. Exactement. Qui était appelée, en fait, parce que le régiment était là. Était là. Sur les 1000 soldats, il y en a environ 470, 450 qui sont demeurés en Nouvelle-France. Ah, les autres sont retournés. Oui, le mandat était, vous battez en Nouvelle-France pour 18 mois, il était payé. À la fin de 18 mois, si vous voulez rester en Nouvelle-France, on vous donne une terre, on vous donne des deniers, on vous donne des animaux, on vous part de ce côté-là. Puis si vous ne voulez pas, on vous retourne en France. Ça a duré un petit peu plus que 18 mois. On parle de presque 2 ans, finalement. La majorité, plus que la moitié, sont retournés en France, mais il y en a 400 quelques qui sont restés ici. C'est quand même un bon pourcentage. Un bon pourcentage. Et eux, la question était, bien, pour rester ici, pour élever des familles, on a besoin des femmes. Alors, d'où est venu, en 1667, le début des Filles du Roi. 1667 jusqu'à 1673 à peu près. On avait jusqu'à 800, 900, 1000 Filles du Roi par année qui arrivaient. Mais là, c'était pour plus que les soldats. Là. Il y avait les colons aussi qui étaient ici, qu'eux autres cherchaient de ce côté-là. Et il y en a que ça ne fonctionnait pas. Il y a des Filles du Roi qui retournaient. Mais je décris très bien dans le livre le processus de sélection. Comment est-ce que ça fonctionnait? C'est ça, parce que le mythe, là, que c'était des prostituées ou je ne sais pas trop quoi, c'est pas du tout Du tout. Moi aussi, je croyais que c'était ça. Et j'étais très surpris à ma lecture c'était des filles qui demeuraient dans des orphelinats. C'était souvent ou des familles pauvres qui cherchaient à améliorer le sort de leurs filles. On cherchait des femmes qui étaient fortes de caractère et fortes physiques. Ouais. Alors, si on parle de venir s'établir ici, on voulait quelqu'un de ce côté-là. Alors, on a choisi vraiment des femmes qui étaient fortes puis qui étaient faites pour venir s'établir ici et qui voulaient procréer, qui voulaient avoir une famille. Qui étaient prêtes à... Le choix n'était pas le même là, en arrivant ici que peut-être dans... Mais quoi qu'encore? Il y avait 400 hommes quand même. Là. Bien, c'est ça. Et à ma grande surprise, je ne savais pas comment la sélection se ferait entre les Filles du Roi et les soldats. Est-ce que c'est l'homme qui choisissait la fille, ou etc.? Comment ça se passait? Alors, la fille du roi, c'est elle qui décidait de qui serait son mari. Alors, souvent, il y avait un bal un soir où est-ce qu'on avait 40 filles du roi qui étaient là et une panoplie de 200 soldats passaient en avant, se présentaient à la dame. Voici, puis là, on avait une accompagnatrice, on avait quelqu'un qui dirigeait le trou. Alors, je vous présente M. Poutré qui vient de telle région, bonjour, on pensait, etc. Par la suite, les filles avaient le droit de dire « J'aimerais rencontrer ce monsieur-là, ce monsieur-là, ce monsieur-là, ce monsieur-là. » Alors, 2-3 jours après, on organisait avec un chaperon la rencontre où est-ce que là, on jasait un peu.
Alors, on se parlait un peu, vous êtes qui, etc., d'où vous venez, etc. Et souvent, les promesses de mariage se faisaient là. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils se mariaient. Ils se rencontraient une deuxième, troisième fois pour vraiment apprendre à se connaître mieux. La majorité des premières rencontres, des premières promesses de mariage ne se sont pas terminées en mariage. Ah. Les mariages étaient annulés. Il y avait ça ne fonctionnait pas, ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas, c'est ça. Fait qu'on passait à d'autres choses. Et aujourd'hui, on appelle ça du speed... speed dating. Là. Du speed dating. C'est ça. Le premier speed dating a eu lieu un peu de cette façon. C'est amusant comme tout, ça. Ouais. Pour dire l'humanité ne change pas. En effet. Mais c'est vraiment la femme qui avait le choix de dire « oui, je veux ce mari-là ». Une fois la promesse de mariage était faite, on procédait relativement vite. Quand les deux étaient d'accord, en dedans d'une semaine, le mariage était fait, on allait s'établir, etc. Mais ça donnait au moins la personne avoir le choix, etc. Dans le cas d'André, il y avait une promesse de mariage avec une autre dame qui n'a pas fonctionné. Et Jeanne, la fille du roi, elle avait une promesse de mariage avec un autre monsieur qui n'a pas fonctionné. Okay. Ça s'est donné qu'ils se sont rencontrés d'une façon très, très fortuite. En dehors du speed dating. C'est ça. Et là, André est allé demander à l'accompagnatrice, à la sœur, où est-ce qu'il demeurait, « J'aimerais rencontrer Mademoiselle Burel. Est-ce que vous pouvez organiser une rencontre pour nous? » Ben, ça donne bien. Madame Burel aimerait vous rencontrer aussi. Ils ont eu des rencontres. Bon, ça s'est réglé tout de suite, et le reste, c'est l'histoire, comme on dit. Ben oui, puis tu attendais les résultats. Ah, OK, on va revenir parce que, bon, donc ta famille, non, elle n'est pas issue d'ici, mais une partie de ta famille est venue ici, s'est établie ici, puis est aux origines de Saint-Lazare, mais toi, tu n'es pas né dans la région. Non, moi, je suis originaire de Chibougamau. J'y ai resté seulement 6 mois. Mon père était dans les forces armées, fait qu'on se déplaçait beaucoup. Lui, à ce moment-là, il travaillait sur la base aérienne de Chibougamau. Quand j'avais 6 mois, on s'est déplacé en l'Outaouais. Alors, on demeurait à Hull. Moi, toute mon enfance a eu lieu à Hull. Et mon père était basé à la base d'Ottawa. Ce qui fait que vraiment, je suis un gars d'Hull, comme qu'on dit, un gars de l'Outaouais. Oui. J'ai passé toute mon enfance en Outaouais. OK. Mais mon père... Qu'est-ce qui t'a amené ici, c'est ça? Comment ça se fait que t'es revenu dans le territoire là, des ancêtres? Dans mon rôle dans le contrôle de la circulation aérienne, on a déménagé 12 fois. C'est un peu, dans les tours de contrôle, etc., c'est un peu comme l'armée. Comme l'armée, on se déplaçait beaucoup. Shefferville, Québec, la baie James, Gatineau. Ensuite, je suis devenu directeur de l'unité à Gaspé, à Roberval. Je suis devenu enquêteur sur les incidents, les accidents. Je suis devenu professeur. Et ensuite, directeur de la tour de contrôle de Mirabel et la tour de contrôle de Dorval pendant 7 ans. Où est-ce que j'ai mené les opérations ici à Montréal pour finir ma carrière comme directeur de la sécurité, de la qualité à Ottawa. Alors, c'était vraiment, on s'est promené un peu partout. Et quand on a accepté le poste pour venir à Montréal, dans les années à peu près 98, on était d'accord en famille de se déplacer beaucoup. J'ai 3 merveilleux enfants, mais la seule chose qu'on s'était dit en famille, c'est tant que notre plus vieille n'est pas au secondaire, on va se déplacer. Mais la minute que notre plus vieille rentre au secondaire, on ne déménage plus. Alors, c'était un peu notre pratique. Alors, on ne voulait jamais venir à Montréal. Pour nous, c'était la grande ville. On avait été habitués d'être en banlieue partout au Québec. Mais on s'est installé à Notre-Dame de l'Île-Perrot. Alors, on était assez proche de l'aéroport, assez proche de Montréal, mais assez loin aussi, un peu à l'extérieur. Alors, on est resté là et, voilà une douzaine d'années, on a eu la chance de s'établir à Saint-Lazare. Quand la retraite approchait, on s'est dit où est-ce qu'on aimerait s'installer. On s'est dit on aimerait être un petit peu plus retraité. J'avais aucune idée de notre rôle familial encore à Saint-Lazare. Je le savais à Rigaud. La montée-la-vigne à Rigaud, c'est de ma descendance. Alors ça, je le savais. Alors, j'ai dit, je le sais qu'on est relativement proche, mais... fait qu'on s'installe à Saint-Lazare, puis là, bien, de fil en... Le reste a suivi. Le sang a parlé. Oh, en effet. On pourrait dire ça. Ben, tout arrive pour une raison, il me dit. Tout arrive pour une raison. Pourquoi qu'on s'est installé là? Pourquoi qu'on s'est installé à côté du prof d'histoire, de mon voisin? Pourquoi est-ce que ça s'adonne qu'on jase de ça? Tout arrive pour une raison et, bon, ben, on prend le destin comme qu'il arrive, puis... OK. Et moi, je reviens sur ta carrière. C'est pas tout à fait culturel et artistique, mais moi, ça m'intéresse la carrière parce que tu m'as dit que j'ai commencé à 17 ans. Ouais. Mais à 17 ans, dans l'aéronautique, comment t'es arrivé là? Puis
Comment ça s'est passé, ton cheminement? J'étais au cégep, première session de cégep en cartographie. Et je m'emmerdais au plus haut point. C'était pas nécessairement ce que je voulais faire. Okay. Et ma sœur est arrivée, ma sœur travaillait avec la fonction publique, mais est arrivée, elle a dit, on cherche des spécialistes de l'information de vol, qui est une facette du contrôle aérien. T'es-tu intéressé, etc. La formation dure 6 mois, on commence dans ci, on commence dans ça. Spécialiste de l'information de vol. Ouais. C'est une sorte de contrôleur aérien dans les aéroports secondaires, Okay. mais on est spécialiste en recherche et sauvetage, on est spécialiste. Bref, c'est une facette du contrôle aérien, mais ça a un différent nom. OK. C'est juste, mais c'est dans le métier. À partir de 17 ans, puis là, tout ça, finalement, toi, tu as acquis de plus en plus de connaissances, tu as élargi ton champ d'expertise. Et je suis quelqu'un qui fonce, qui est très fonceur. Fait qu'à chaque endroit où est-ce que j'allais, une fois que j'avais maîtrisé le travail, je voulais passer à d'autres choses. Fait qu'on m'offrait un poste plus complexe. Je changeais d'aéroport, j'allais à un aéroport plus complexe. Je m'impliquais dans la formation, etc. Puis quand j'étais tanné, je passais à d'autres choses. C'est ça, parce que tu es arrivé à la fin de ta carrière au sommet de la pyramide. À 40 quelques années, c'est ça. J'étais déjà rendu passablement au haut d'où est-ce que je voulais aller. Et dans notre bulle familiale, ça a toujours été conçu qu'à 50 ans, on prenait notre retraite. Mon épouse et moi, on a pris notre retraite la même journée, même 49 ans et un peu. J'avais 32 ans, je travaillais dans le contrôle aérien. Ben oui, elle a commencé à 17 ans. Ben, c'est ça. Ce qui m'a permis de... Mais par contre, moi, à 17 ans, je travaillais 60 heures par semaine. J'étais dans le Nord, à Shefferville, etc. Tandis que mes amis étaient dans un pub au cégep, se promenaient un peu partout, tu sais. Fait que ça l'a changé. C'est drôle à cause aujourd'hui, on voit de nos amis qui sont encore au travail, puis qui ont dit « Mon Dieu, vous êtes chanceux. » Bien, j'ai dit « Chanceux d'une certaine façon. Quand vous autres vous amusiez au cégep... » Maintenant, c'est à notre tour. C'est à notre tour, c'est ça. On a choisi de s'amuser à 50 ans au lieu de s'amuser à 20 ans. Tu sais, c'est un peu ça. Mais au moins, ça m'a permis de... Qu'est-ce que je veux faire maintenant? Comment je veux m'amuser? Puis la retraite, c'est un peu ça. La retraite, on fait ce qu'on veut, quand on veut. Puis si ça ne tente pas, on le fait pas. C'est une question. Paul Lavigne, est-ce que tu as l'intention de remettre ça? Est-ce que tu vas faire une suite à ce livre? C'est le premier, La Quête est le premier de 3 livres. Le second, ce livre-là, c'est vraiment les 3 premières générations d'André et Jeanne. Le second livre, ça va être la génération 4, 5 et 6 de ma lignée. Alors, on parle de André Poudrette, soit ici, qui est allé s'installer à Sainte-Geneviève et éventuellement à Vaudreuil et à Dorion. Alors, prochain livre, c'est génération 4, 5, 6. Tu as commencé? Je devais commencer cet été. Alors, mon but était, je sors ce livre-là, je prends 1 an pour faire la tournée, faire ce que j'ai à faire, etc. Faire tes recherches aussi, là, tu dois préparer ça avant de commencer à écrire. Oui. Alors ça, c'est pas mal fait. La recherche est faite. Je le sais comment il commence, je sais comment il finit. Puis c'est drôle, à cause dernièrement, les idées me trottent dans la tête sans arrêt. Puis j'ai dit à mon épouse, j'ai dit, je me rendrai pas à l'été. Je pense par le mois d'avril, mai, il va falloir que je commence à écrire. Mais j'ai une façon d'écrire qui est un peu différente. C'est pas mon métier. Alors moi, m'asseoir tous les jours en avant du clavier, là, ça te tente pas? C'est pas moi, non. Moi, je me dédie 1 journée par semaine et cette journée-là, je m'installe en bas dans mon bureau avec un bon café. Je vais travailler 4-5 heures en ligne. Je vais faire ce que j'ai à faire. Je ferme la page et la semaine d'après, je J'imagine reviens. que ton café est assez grand. Est assez grand. 4-5 heures. Ou la cafetière est pas loin, je suis capable de le remplir. OK. Écoute, et Paul, merci. On est déjà... Mon Dieu, ça a passé vite. C'est ça, hein, c'est fou, hein? Ben, je te remercie beaucoup, puis je suis certain que tu auras beaucoup de lecteurs. J'espère que, mesdames et messieurs, j'espère que vous avez passé un bon moment comme moi, où on a appris beaucoup de choses. C'était vrai. Merci beaucoup pour tes talents d'historien dont on bénéficie. Alors, mesdames, messieurs, je vous remercie. Alors, je vous invite à vous joindre à nous la semaine prochaine pour une nouvelle merveilleuse rencontre comme aujourd'hui. Alors, à très bientôt. Au plaisir. Au revoir. C'est notre... Bon, je pensais que ça faisait...